Et écoutez, le pays qui en revanche tient une ligne très méfiante à l'égard de Moscou, c'est la France, par la voix du président de la République. Et on va entendre ce soir aussi voir la réplique de la Russie qui a une fixette contre la France et contre Emmanuel Macron. Écoutez d'abord ce que disait le président de la République. Y compris pour sa propre survie, il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc c'est un prédateur, c'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain c'est la France qui sera attaquée, mais enfin, c'est une menace pour les Européens. Il ne faut pas être naïf. Voilà, l'ogre, dit Emmanuel Macron. Regardez la réponse qui passe par le biais de Medvedev, qui est toujours la voix la plus... Voilà. Évidemment. Le coq gaulois sans cervelle ne peut renoncer à l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine, dit Medvedev. Il a été explicitement déclaré, pas de troupes de l'OTAN comme force de maintien de la paix. La Russie n'acceptera pas une telle garantie de sécurité, mais l'oiseau rauque et pathétique continue de chanter pour prouver qu'il est le roi du poulailler. Indiane, comment est-ce que vous comprenez le fait que la Russie et la France, chacune à un bout de l'Europe, soient devenues vraiment les plus marquées l'une contre l'autre? Oui, d'abord c'est une bataille de mots. Medvedev, c'est toujours celui qui va sur les réseaux sociaux pour exprimer de manière très ouverte ce que les gens veulent dire en Russie, enfin, notamment l'entourage de Vladimir Poutine, mais qui ne peuvent pas le dire parce qu'ils ont une certaine prestance et ils ont un certain poste qui ne leur permet pas de s'exprimer de cette façon. Il s'était aussi pris le bec avec Donald Trump assez récemment, parce que Donald Trump, c'est pas non plus le genre à laisser les gens lui parler n'importe comment. En réalité, ce sont deux puissances qui se testent, qui chacune essaie de montrer que c'est elle qui décide dans son domaine de prédilection. Et c'est aussi notre cas finalement. Emmanuel Macron, il a besoin de montrer que c'est la France qui prend le leadership, que c'est la France qui est le chef de cette alliance des volontaires et de cette alliance des volontés pour soutenir l'Ukraine. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que effectivement, Donald Trump, lorsqu'il a donné il y a quelques jours une interview à ce sujet, il a repris ce narratif qui est un narratif qui dit, et il l'a dit explicitement à Fox News, l'Ukraine doit devenir une zone tampon. Alors nous, ça nous choque en tant qu'Européens, mais chez Donald Trump et chez les Américains d'aujourd'hui, c'est toujours une solution et pour eux, il faut tout faire pour que l'Ukraine devienne cette zone tampon, pour que la Russie ne se sente pas encerclée. Renaud Girard, vous êtes avec nous, vous qui incarnez la réelle politique, vous êtes un commentateur du Figaro. Depuis combien d'années vous êtes éditorialiste phare du Figaro? 50 ans. J'ai commencé comme reporter. Mon premier reportage était à Chypre en 1984. C'était la guerre entre les Turcs et les Grecs. Et on tolérait déjà une occupation illégale d'une moitié de Chypre, comme quoi la durée... Voilà. Est-ce que la France a raison, selon vous, d'être aussi marquée, de dire nous sommes la puissance, rappelant, non, ne vous y trompez pas, l'ogre Poutine attaquera de nouveau ensuite? La France... a raison de se méfier parce que la France a signé volontairement l'adhésion des pays baltes à l'Union européenne et a aussi accepté que ces pays baltes et que la Pologne entrent dans l'OTAN. Et donc la France doit respecter ses engagements et ses alliances. Et donc donc elle sait que c'est un peu inquiétant et qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir une victoire de la Russie en Ukraine parce que après cette éventuelle victoire, on ne pourrait pas éviter l'hypothèse d'une attaque ou d'un empiètement russe sur un pays balte, par exemple à Narva, là tout au nord, et qui nous obligerait ensuite à entrer en guerre. Donc en fait, la France a intérêt à ce que la Russie ne gagne pas cette guerre. En tout cas, a intérêt à renforcer ses armées pour pouvoir en envoyer une partie en prépositionnement, c'est-à-dire dans les pays alliés, les pays baltes notamment, de manière à dissuader une fois pour toutes la Russie d'attaquer ses alliés français. Parce que ce n'est pas une fois qu'ils seront attaqués, ces alliés, que nous pourrons réagir avec nos forces armées. Renaud Girard, merci beaucoup. Vous amenez le sujet suivant, c'est-à-dire effectivement de la même façon qu'il y a des troupes dans les pays baltes, notamment françaises, pour dire aux Russes, attention, n'essaye pas parce que sinon ça se passera mal, faut-il faire pareil en Ukraine? Et vous en avez rejoint Michel Yakovlev, vous serez là aussi pour en parler. Général Yakovlev, ancien vice-chef d'état-major du chef, vous étiez le plus haut gradé français dans la chaîne de commandement opérationnel de l'OTAN. Merci beaucoup d'être là, Général Yakovlev.
Bref, rappelons d'abord la menace russe vue par Emmanuel Macron. 3000 chars d'ici 2030 supplémentaires, 300 avions, 300 000 hommes. On assiste à un moment où, Michel Goya, oui, la Russie est en train de monter en puissance. Au moment même où, théoriquement, on veut négocier avec elle continue à grandir. Oui, bien sûr, la Russie se renforce militairement. Si la guerre s'arrête, la Russie héritera d'une armée puissante, plus puissante qu'elle ne l'était en 2022. Le temps d'un peu de réorganisation, un peu de digérer la guerre, de faire du retour d'expérience, de s'entraîner, et elle redeviendra capable, et plus puissamment encore qu'en 2022, d'attaquer, de manger, donc pour reprendre la métaphore, de tenter de manger en tout cas notre pays. C'est pour ça ou peut-être même de revenir en Ukraine. C'est tout à fait possible. Et donc, il n'y a pas 36 solutions. Et, il faut dissuader, conventionnellement d'abord, la Russie de tenter quoi que ce soit d'autre. Ça suffit, c'est-à-dire que Vladimir Poutine est déjà le chef d'État contemporain qui a lancé le plus d'invasions, le plus de guerres, en 2008, en 2014, en 2015 dans le Donbass, en 2022. Voilà, maintenant il faut peut-être mettre un terme à cette série. L'effort de guerre des Russes, ce croiseur nucléaire russe, Amiral Nakhimov, a repris la mer après 28 ans d'activité. Alors, il n'est pas neuf, hein. Mis en service en 88, le croiseur lance-missile à propulsion nucléaire Nakhimov devait reprendre la mer en août pour des essais après une très longue modernisation visant notamment à améliorer sa puissance de frappe. Il est un des derniers représentants de sa catégorie, le croiseur symbole de l'état de la vieillesse de la marine de surface russe. Sergueï Girnov, expliquez-nous ces paradoxes. Cette armée, par certains côtés vieillissante, vieillie, et en même temps, dit la France, de plus en plus dangereuse. Poutine a eu en fait la chance de tomber au moment, à son arrivée au pouvoir, où les prix ont flambé sur la scène internationale. Et donc du coup, les caisses qui étaient vides sous Yeltsin se sont remplies. D'ailleurs, on dit que c'est Poutine, en fait, il était pour rien. C'était plutôt la Chine qui était à l'origine de ça. Et donc, très rapidement, il a lancé les grands programmes, parce que c'est quand même par rapport à ça, il a eu la vision stratégique de renforcement de la Russie. Donc il a lancé les programmes de modernisation de l'armée, des forces stratégiques, des forces de la triade stratégique, et donc il a réussi dans le domaine de sous-marins. Les sous-marins, c'est quelque chose il a construit un certain nombre de sous-marins qui sont relativement modernes. En revanche, bien évidemment, la flotte russe, c'est la 3e flotte mondiale, après la chinoise et l'américaine. Et en fait, pour la maintenir, déjà, ça coûtait beaucoup d'argent. Et les Russes ne pouvaient pas tout faire. Je vous rappelle qu'ils ont failli acheter les frégates françaises parce qu'ils n'avaient pas, par exemple, la technologie. Vous vous souvenez, en 2008, avec Nicolas Sarkozy, parce qu'ils n'avaient pas la technologie pour produire les bâtiments de surface. Et donc, ils ont le fameux, par exemple, ils ont un seul porte-avions qui est un amiral Kuznetsov, qui est une vieillerie abominable, qui marche au diesel. Et quand il marche en océan, vous le voyez de l'espace, parce qu'il laisse une panache extraordinaire noire derrière lui. C'est pas bon pour le bilan carbone. C'est presque ridicule. Et donc, en fait, ils étaient en train de le moderniser. Ils ont mis 11 milliards de roubles dans la modernisation de ce Kuznetsov, et cette année, ils ont constaté que finalement, il va aller, on va le détruire. Et donc là, il déterre un autre vieux bateau. Bien évidemment, pour eux, c'est peut-être le moins cher, en fait. Mais vous vous souvenez, le symbole de ça, c'est le croisier Moskva, qui a été coulé par les Ukrainiens. La réaction des Occidentaux, en particulier des Américains, ça vient de tomber il y a quelques minutes, de hauts responsables militaires européens discutent du déploiement de F-35 américains en Roumanie, où l'OTAN construit sa plus grande base aérienne en Europe, pour dissuader la Russie de réenvahir le pays. On voit à quel point on vit des heures où, à l'OTAN, on va y revenir, ici, un certain nombre de pays européens essayent de trouver la parade pour dire à Poutine, tu n'avanceras plus. On t'a laissé une partie de la Géorgie, de la Crimée, peut-être une partie du Donbass, ou même le Donbass, mais c'est fini. Oui, mais ce sont des signaux très forts.
Mais pour en venir à l'armée russe, alors effectivement, il y a ce vieux matériel pour la flotte de surface qui est catastrophique. Et de fait, en mer Noire, ils ont réussi à perdre plus du tiers, voire la moitié de leur flotte, alors que les Ukrainiens n'avaient même pas de flotte. Mais en revanche, l'armée russe s'est modernisée sur beaucoup d'autres plans. Au niveau de l'organisation, au niveau du matériel. Le Financial Times reportait que tous les stocks de la Seconde Guerre mondiale, maintenant, sont épuisés, ce sont des matériels nouveaux. Mais surtout, il y a un élément, et là je parle sous le contrôle du colonel, qui est quand même fondamental, c'est la Russie est prête à une guerre d'attrition pour laquelle nous, occidentaux, nous ne sommes pas prêts. Et notamment, je termine juste là-dessus, sur le fait qu'ils ont montré qu'ils sont prêts à sacrifier 200 000 hommes pour leurs objectifs. 1 million avec les blessés. Voilà, 1 million. Et donc ça, d'une certaine façon, c'est extrêmement dissuasif par rapport aux Occidentaux. Vous nous amenez vraiment au cœur du sujet. Regardons la carte, c'est Deep State, ce centre d'analyse tout à fait considérable, qui publie cette carte de ce qui est probablement le plan dominant de la part des Occidentaux sur le fait qu'ils seraient prêts à mettre un certain nombre de soldats. Et cette manière de dire, vous dites, on est prêt à perdre des hommes. C'était vous, notamment Michel Yakovlev et beaucoup d'autres généraux qui disent un aspect important de la crédibilité d'une puissance, c'est affreux à dire, c'est très cruel. Être prêt, Michel Goya, je vous donne tout de suite la parole de Michel Yakovlev, à perdre des hommes. Ah ben oui, il faut incarner un peu cet accord. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas mis des soldats sur place en première ligne, prêts à mourir, en réalité, votre crédibilité, elle est légère, quoi. Elle peut exister, mais elle est légère. Et ça reste en 2025. Quand on va dans n'importe quel village de France, on voit ces monuments terrifiants où on voit souvent le même nom de famille parce que la guerre de 14 a tué 1,4 million de personnes, je crois. Et encore en 2025, le fait d'être prêt à perdre des hommes, ça reste un attribut de la puissance. Ou plus exactement, on place l'ennemi potentiel, parce qu'encore une fois, il s'agit de dissuader. Elle place l'ennemi potentiel dans l'obligation de tuer des soldats français, de tuer des soldats britanniques éventuellement. Et donc à partir du moment où vous commencez à tuer des soldats, vous combattez et que vous tuez des soldats français, là, de facto, vous êtes en guerre. Et c'est donc il y a l'aspect purement technique, militaire, d'essayer d'arrêter les forces russes par le combat. Mais il y a aussi cet aspect purement politique, d'escalade politique, c'est-à-dire que là, vous rentrez en guerre avec la France. On appelle ça une unité de détonateur. Et ça peut, c'est dissuasif en soi en réalité. Michel Yakovlev, vous qui avez été au cœur de l'OTAN, ce qu'on voit là, cette carte, est-ce qu'elle vous paraît un plan probable, possible, quand on voit que des troupes de réassurance, comme on dit, se trouveraient par exemple dans ces villes, Poltava, Dnipro, Kriviri, à 100 km, 200 km du front? Oui, c'est beaucoup plus crédible qu'être échenillé le long du front depuis, je sais pas moi, 1 an. Je parle d'une force qui est en arrière, c'est une force de réaction, c'est une force de contre-attaque. Donc, il ne s'agit pas de la linéariser là, le long du front. Donc, ce n'est pas une force d'interposition. J'ai entendu sur une de vos interviews hier, avec un intervenant que je ne citerai pas, il parlait de force d'interposition. En l'occurrence, là, c'est un contresens. Il ne s'agit pas de s'interposer entre les Russes et les Ukrainiens. Ce n'est pas la finule au Liban, si vous voulez. C'est plutôt le modèle américain en Corée, être en arrière du front, en mesure de contre-attaquer. Alors on se met à ce que les militaires appellent la poignée d'éventail, c'est-à-dire à un endroit bien placé pour partir vers le nord, vers le centre, vers le sud. Est-ce que ça serait sur une base, sur 3 bases, peu importe, c'est un dispositif sur le terrain, il est déjà un peu dispersé au sens pour pas être trop vulnérable à quelques frappes bien ciblées. Mais ce genre de centre de gravité, si vous voulez, à distance du front, hors de portée de l'artillerie normale, si j'ose dire, hors de portée d'une attaque aérienne surprise, couverte par un contrôle du ciel, parce que qui dit force au sol dit no-fly zone au-dessus de l'Ukraine. Alors, au-dessus de l'Ukraine, s'il vous plaît, insistez là-dessus. J'aimerais que vous expliquiez, Michel Yakovlev. Vous êtes sur ce plateau il y a déjà 2 ans. Vous étiez le premier à dire attention, disons les choses franchement. S'il y a des troupes au sol, elles doivent être. C'est toute une bulle, c'est toute une infrastructure de renseignement, d'appui aérien. C'est pas vrai. Il ne faut pas mentir aux gens que simplement on envoie 500 personnes et puis c'est fini. C'est un déploiement militaire de grande ampleur. Oui, de grande ampleur. Mais il ne faut pas oublier que les membres européens de l'OTAN
ont fait des déploiements bien plus lourds en Bosnie et en Afghanistan récemment. Et l'Afghanistan est quand même beaucoup plus loin et n'était pas franchement un intérêt central des Européens. On l'a fait par amitié, par solidarité pour les Américains, à la demande des Américains. Donc là, on est capable de faire une masse sérieuse, suffisamment sérieuse pour compliquer la vie de Poutine s'il décidait de relancer la guerre. Il faut bien comprendre, ça, c'est pas pour mettre fin à la guerre, c'est pour éviter qu'elle ne reprenne. C'est un clic plus loin. Et Michel Goya l'a très bien dit tout à l'heure. On parle de dissuasion, ça doit être une force dissuasive. À une moindre échelle, j'ai participé à ça quand j'étais lieutenant à Djibouti. C'était une moindre échelle et il s'agissait de dissuader l'Éthiopie ou la Somalie de s'en prendre à Djibouti. On n'était pas sur la frontière, clairement.